Est-ce que vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, très bien. Ok. Il y a très peu de chiffres disponibles sur la précarité menstruelle au Maroc et là est tout le problème, puisque cette absence de chiffres est sans aucun doute liée au tabou qui entoure ce sujet, puisque le tabou implique une absence d'études qui implique une méconnaissance, voire même une ignorance totale du problème. Et comme le problème est méconnu et ignoré, il ne peut pas être résolu. Et souvent, ça laisse le champ libre aux idées fausses, aux préjugés qui s'installent puisque les informations, enfin les données scientifiques et rationnelles ne sont pas là. Et c'est comme ça qu'on entre dans un cercle un petit peu vicieux qui perpétue le problème. Les choses tendent un petit peu à changer dans le monde, et y compris au Maroc depuis 2020. C'est un sujet qui est mis sur la table et dont se saisit de plus en plus les journalistes, les militants, les associations, les politiques même, et les universitaires évidemment. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de définir le mot tabou. Alors j'ai juste fait une recherche Google très très rapide, et la première définition qui sort sur Google, c'est que le tabou incarne un système d'interdiction religieuse appliqué à ce qui est considéré comme sacré ou impur, ou autrement dit, ce sur quoi on fait silence par crainte ou pudeur. Moi je dirais que c'est plus un système d'interdiction culturel que religieux. En fait, le tabou est intrinsèquement lié à la culture locale, aux traditions, aux mœurs locales, aux croyances. Et en fait, je m'y attache parce que je m'y reconnais, car quelque part, j'y reconnais ma culture, mes traditions, mais aussi les phrases euh, qui ont pu bercer mon enfance, et d'où parfois la difficulté de briser ce tabou. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui obscurantisme, selon moi, c'est simplement les tabous qu'on n'a jamais étudiés, qu'on n'a jamais en fait démystifiés depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, on pourrait assimiler ça aux fake news. En fait, entretenir un tabou, c'est pour moi toujours exactement la même chose que si on disait que le changement climatique n'existe pas. Ça relève de la même absurdité. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de cette présentation. Je vais vous partager quelques chiffres et quelques témoignages qu'on a pu collecter sur le terrain. Enfin, d'abord quelques témoignages, puis quelques chiffres. Donc, avec notre ONG, comme je vous l'expliquais, on mène des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales au Maroc. J'y viendrai avec plus de détails dans la troisième partie. Mais en fait, lors de nos campagne, de nos ateliers, on a pu discuter avec beaucoup de jeunes filles des règles, du tabou autour, des idées reçues, des préjugés. Et voilà quelques témoignages qui s'affichent à l'écran, qui ont pu découler de ces ateliers, notamment des jeunes filles qui nous disaient qu'elles ne voulaient pas en parler parce que c'était chouma, ou qu'elles ne voulaient pas en parler simplement parce qu'elles n'avaient aucune connaissance autour du sujet, elles ne savaient pas exactement ce que c'était. Alors pour préciser, nos ateliers se font avec des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons de tout âge, de 10, 11 ans jusqu'à la cinquantaine. Euh, une autre femme un peu plus âgée nous expliquait que la première fois où elle a eu ses règles, elle avait très peur parce qu'elle savait pas ce que c'était, on lui avait jamais expliqué. Et du coup, elle a caché ses vêtements. Je crois qu'elle l'avait dit à une de ses sœurs uniquement. Et le mois d'après, elle n'avait pas eu ses règles, parce que c'est normal, au début du cycle, le cycle menstruel n'est pas tout à fait réglé, et il peut ne pas, les règles peuvent ne pas survenir tous les mois, en tout cas au début. Et elle pensait, en fait, sa sœur pensait qu'elle avait eu des relations hors mariage et qu'elle était enceinte, alors que pas du tout. C'était simplement qu'elle n'avait pas eu ses règles parce que le cycle n'était pas encore tout à fait réglé. D'autres filles nous expliquaient que pendant les premiers jours des règles, il leur arrivait de ne pas aller à l'école parce qu'elles avaient peur, parce qu'en fait, elles n'avaient pas suffisamment de moyens matériels pour se procurer des serviettes hygiéniques ou autres, et du coup, elles utilisaient les moyens du bord. Et donc, elles n'allaient pas à l'école parce qu'elles avaient peur d'avoir une tache de sang qui pourrait être sujette à des moqueries ou autres. Euh, et en fait,
tous ces témoignages, une autre jeune fille de 13 ans qui nous a expliqué que la première fois elle avait eu ses règles, elle avait eu énormément mal, elle ne comprenait pas ce que c'était, que selon ses mots, elle avait préféré mourir que d'avoir ses règles parce que la douleur était intense et qu'elle ne savait pas ce que c'était, elle ne pouvait pas en parler à ses parents, en tout cas elle ne se sentait pas à l'aise à l'idée d'en parler à sa famille. Euh, et en fait, tous ces témoignages ont pour point commun la méconnaissance du sujet, enfin l'ignorance qui entoure ce sujet et qui peut conduire à des drames parfois. Euh, et bien sûr, tous les préjugés, les idées reçues. J'avais notamment une fille, il me semble, qui avait à peine 10 ou 11 ans, qui venait me dire à la fin d'un atelier, vraiment très gênée, elle me disait est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas prendre sa douche pendant les règles parce que il paraît que ça va me rendre stérile, il paraît qu'il y a les mauvais esprits qui vont rentrer si je prends ma douche pendant mes règles. Enfin, en tout cas, il y a énormément d'idées reçues, de préjugés, d'ignorance autour du sujet qui conduisent à des situations parfois même sanitaires dangereuses pour la femme. Alors voilà pour les témoignages. Durant nos campagnes, on a également collecté de la donnée. En fait, à la fin de chaque atelier, on distribue des questionnaires avec une série de questions quantitatives, qualitatives. Et on collecte de la donnée, bien sûr, anonymement. Et là, donc, les graphiques qui s'affichent à l'écran, c'est des données issues de la campagne qu'on avait menée dans la région d'Imtsanut en 2017. On avait à peu près 200 jeunes filles qui ont répondu au questionnaire. Et il en résulte que 40% des répondantes qui ont affirmé qu'elles n'osaient pas parler ouvertement de leurs règles car elles considéraient que c'était un sujet tabou. La moitié d'entre elles nous ont indiqué qu'elles ont déjà été sujettes à des moqueries pendant leur cycle menstruel, soit à l'école, soit dans la rue, soit même parfois au sein de leur foyer. Plus de à peu près un tiers des jeunes filles ont dû manquer des cours pendant les premiers jours de leur cycle menstruel par manque de protection hygiénique ou à cause de douleurs trop intenses qui les empêchaient d'aller en cours. Enfin, environ 35% des personnes interrogées nous ont affirmé qu'elles utilisaient des tissus comme protection hygiénique principale par manque de moyens matériels, parce qu'elles considéraient qu'elles n'avaient pas les moyens d'aller s'acheter des serviettes hygiéniques de moule pisserie. Là, actuellement, on est en train de travailler avec l'ONG avec notre ONG sur des chiffres plus récents et plus nationaux pour produire une étude qualitative, quantitative à l'échelle nationale parce que voilà, ce manque de données jette un espèce de brouhaha sur le sujet qui est pourtant d'ordre public et qui a toute son importance sur la scène du débat public marocain. Alors, ça fait la transition avec ma troisième partie. En fait, ces chiffres et ces témoignages que je vous ai partagés constituent déjà des premiers éléments révélateurs des défis qui nous attendent au Maroc pour lutter et éradiquer la précarité menstruelle. Parce que oui, en fait, la principale conséquence de ces tabous, c'est bien la précarité menstruelle. Alors, je n'ai pas écouté toutes les conférences depuis le début, donc je ne sais pas si ça a été déjà défini au préalable, mais je vais vous partager la définition que nous, on en donne durant nos ateliers. Donc, la précarité menstruelle se définit par la difficulté ou le manque d'accès des personnes en âge d'avoir leurs règles aux protections hygiéniques. Cette précarité menstruelle trouve notamment son origine dans le coût élevé des protections hygiéniques disponibles sur le marché, donc le manque de moyens matériels qui rend leur accès difficile, mais également par le manque d'accès à des sanitaires, à des points d'eau. Elle trouve également son origine dans le manque d'informations et dans les idées reçues qui sont les conséquences du tabou dont je vous parlais au début de cette présentation.
En fait, l'inégalité d'accès à la santé intime et le manque de visibilité de cette problématique de santé publique, donc à savoir la précarité menstruelle, peuvent avoir de multiples conséquences, comme par exemple l'exclusion d'une partie des personnes en âge d'avoir leurs règles, mais également leur stigmatisation. Ça peut conduire également à l'absentéisme parfois répété, qui peut conduire au décrochage scolaire, voire même à la difficulté des femmes d'avoir accès au marché de l'emploi et d'y évoluer. Typiquement, concernant le décrochage scolaire, c'est particulièrement vrai dans les zones rurales, puisque en général, les filles habitent à des kilomètres des écoles. Donc souvent, durant les cours, elles sont dans des internats, enfin, elles sont sur place. Et en fait, quand tu ne vas pas en cours, tu ne peux pas rester à l'internat. Et donc, quand elles ont leurs règles et qu'elles ne veulent pas aller en cours, soit parce qu'elles ont trop mal, soit parce qu'elles ont peur d'être moquées, eh bien, elles retournent chez elles. Sauf que comme c'est des kilomètres et des kilomètres, parfois, au lieu de rater un jour ou 2 jours, elles ratent une semaine. Mais que ce soit un jour ou 2 jours ou une semaine, de toute manière, ça ne devrait pas être aujourd'hui en 2022. Les règles ne doivent pas être une cause d'absentéisme, voire de décrochage scolaire. Et pour la difficulté d'accès aux femmes au marché de l'emploi et les inégalités d'évolution qui en découlent, eh bien, si certaines femmes ont des règles douloureuses, parfois qui les empêchent d'aller au travail, parfois qui leur font rater des entretiens d'embauche. Donc, si on ne fait rien pour mettre en lumière ce sujet, ça peut avoir des conséquences sur notamment l'égalité entre les femmes et les hommes plus largement. Euh, et du coup, la précarité menstruelle, c'est pas un phénomène uniquement marocain, c'est un phénomène mondial. Je crois que professeur Samia l'a évoqué lors de sa conférence. Et d'après l'UNICEF, ça c'est un chiffre qui date de 2020, d'après l'UNICEF, il y a 50 millions de personnes qui vivent dans la précarité menstruelle, ce qui correspond à peu près à une femme sur 10, ce qui est énorme à l'échelle mondiale. Alors, quels sont les défis qui découlent de tout cela? Quels sont les défis aujourd'hui au Maroc, mais ça ne vaut pas que au Maroc, de par le monde, pour éradiquer la précarité menstruelle? Alors, le premier défi, selon nous, c'est bien évidemment de briser les tabous, de faire taire les préjugés en parlant, euh, en faisant des études, en faisant des séminaires tels que celui-ci. Il faut également informer sur le cycle. Le deuxième défi, c'est le fait d'informer sur le cycle menstruel, sur les règles, sur les maladies qui y sont liées. Parce qu'il y a des maladies telles que l'endométriose qui ne sont pas connues. Le fait d'avoir des règles très douloureuses, eh bien, parfois ça peut être le symptôme, mais les professionnels de la santé peuvent en parler mieux que moi, mais le fait d'avoir des règles douloureuses, parfois ça peut être le symptôme d'endométriose ou parfois même de stérilité. Donc, en fait, avoir des douleurs pendant les règles, en avoir un petit peu, oui, c'est normal dans le sens où il y a pas mal de femmes qui en ont, mais d'avoir des règles très très douloureuses, parfois ça peut être en tout cas le symptôme d'autres choses. Évidemment, le troisième défi, c'est d'apporter des solutions matérielles réutilisables à la problématique de l'inégal accès aux protections hygiéniques qui sont disponibles sur le marché. Après, il faut aussi savoir que les protections hygiéniques disponibles sur le marché parfois contiennent des perturbateurs endocriniens, etc. Donc, ce n'est pas forcément une solution long-termiste en tout cas. Donc, apporter des solutions réutilisables telles que la serviette lavable ou la culotte menstruelle, ça permet également de prendre en compte dans cette problématique aux conséquences multiples également tout ce qui est réchauffement climatique et environnement. Et enfin, le quatrième défi, c'est de faire évoluer le cadre législatif pour impulser des lois plus favorables, notamment
des lois qui ont pu être votées dans d'autres pays, telles que la suppression des taxes sur les protections hygiéniques, le libre accès aux protections hygiéniques dans les universités, dans les écoles, ou encore le congé menstruel. D'ailleurs, le congé menstruel, c'est une thématique pour laquelle notre association est particulièrement active et se bat, que ce soit en France ou au Maroc, puisqu'on est une association franco-marocaine et qu'on intervient également en France, dans les lycées notamment. Alors, qu'est-ce que Happy fait pour répondre à ces défis? Nous, en tant qu'ONG, en tout cas à notre échelle, on mène depuis 2019 des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales, ce que je vous indiquais au début de cette conférence. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, on organise des ateliers de sensibilisation et de prévention avec l'appui de médecins. En général, c'est des professeurs de médecine au CHU et notamment des gynécologues qui viennent discuter du cycle menstruel, qui expliquent le cycle menstruel, qui expliquent les bonnes pratiques en termes d'hygiène intime, qui parlent également des maladies qui sont parfois, qui sont liées à la femme et qui sont parfois méconnus, et notamment les symptômes qui doivent alerter. On mène également des ateliers de développement personnel avec l'appui de coachs certifiés. L'idée étant que lors de nos ateliers, on essaye également de faire prendre conscience aux jeunes filles de leurs capacités, de croire en leurs ambitions. On distribue également des serviettes hygiéniques lavables et des culottes menstruelles produites par l'association Happy. C'est des culottes et des serviettes Happy qu'on donne à la fin de nos ateliers pour essayer de pallier, en tout cas en partie, aux problèmes d'accès aux protections hygiéniques. Notre objectif étant de donner en fait toutes les chances aux jeunes filles d'avoir une éducation continue, stable, mais surtout dans la dignité, parce que la précarité menstruelle, c'est une question de dignité de la femme et de dignité humaine plus largement. Et en fait, on veille de plus en plus à impliquer les garçons et les hommes dans nos ateliers, parce qu'on considère que c'est très important qu'ils se sentent concernés. Donc parfois, il y a majoritairement, c'est quand même des filles qui assistent aux ateliers, mais parfois, il y a aussi des garçons. On essaye que les intervenants, ce soit à la fois des femmes et des hommes, pour en fait véhiculer simplement le message que c'est pas parce que les règles touchent uniquement les femmes que c'est une problématique qui les touche uniquement. Tout le monde doit se sentir concerné par ça. Donc ça, c'est ce que nous faisons pour répondre aux 3 premiers défis, donc à savoir éradiquer le tabou, informer et apporter des solutions matérielles. Pour ce qui est du 4e défi, qui est le plus compliqué, c'est-à-dire celui de faire évoluer le cadre législatif en essayant d'impulser des lois favorables. Alors, ce qu'on essaye de faire, nous, à notre échelle, c'est de publier régulièrement dans des journaux aussi bien français que marocains, notamment des tribunes en faveur du congé menstruel qui a été relayé par des journaux, pour le coup, plutôt français. On intervient également sur des radios, que ce soit régionales ou nationales, pour parler du problème, simplement pour essayer d'en parler assez librement, enfin de déconstruire le tabou autour et de en fait normaliser le sujet, si on peut dire. On parle également, on essaie également lors de nos interventions de sensibiliser aux conséquences sur la société de la précarité menstruelle. Donc à savoir l'atteinte à la dignité, la déscolarisation des jeunes filles. Et puis, bien sûr, ce qui en découle, donc l'inégalité des chances
entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Et on tente également de mettre le sujet, d'inscrire le sujet dans le débat public et politique en organisant des tables rondes. Notamment la dernière en date, c'était celle qu'on avait fait à Fès avec l'ancienne ministre Nasralli du Maroc. Donc c'était en 2020 et avec des députés de la majorité à l'époque. En tout cas, l'idée c'était de pouvoir parler de la condition de la femme, des enjeux liés aux inégalités entre les femmes et les hommes et d'avoir un prisme, en tout cas d'évoquer la thématique de la précarité menstruelle, ses conséquences et comment on peut faire évoluer le cadre législatif dans ce sens. Voilà un petit peu ce qu'on fait avec API, comment on tente de répondre à l'intégralité de ces défis. Bien sûr, le travail n'est pas terminé, il faut le poursuivre. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup encore une fois de m'avoir écouté et merci au comité d'organisation de nous avoir invités, de nous avoir donné la parole lors de ce séminaire très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Madame Pratt, pour votre intervention, très intéressante. Vos témoignages qui viennent d'enquête sur le terrain et surtout pour vos actions, les actions que vous menez, les campagnes, donc pour sensibiliser, informer, pour améliorer la santé intime des filles et des femmes. Donc, je vous donne la parole au public si vous avez des questions pour Madame. Oui, c'est une lady. Bonjour, professeur Scott. Avec vous, professeur Hilali, c'est président de l'Observatoire national de santé scolaire et universitaire. Au nom du conseil exécutif de l'Observatoire, je tiens à vous remercier pour votre acceptation de signer avec nous la convention de partenariat. C'est très gentil de votre part et on aurait aimé que vous soyez avec nous. Ce sera, Inch'Allah, lorsque vous allez venir ici au Maroc, travailler ensemble, parce que je sais que vous avez des projets en tête et qu'on peut concrétiser sur le terrain, surtout qu'il y a un manque de données, vraiment un manque de données au Maroc sur ce sujet-là, malgré les quelques enquêtes que nous avons faites au laboratoire d'écologie humaine, ça reste toujours quelque chose qu'il faut encore piocher, et surtout dans la société marocaine, surtout au rural, et savoir ce qui se passe, et aller vers la compréhension de cette précarité et de lutter contre les tabous. Je vous remercie beaucoup, professeur. Merci beaucoup, professeur Hilali. C'est vraiment un plaisir de signer ce partenariat avec vous que j'espère très fructueux. Merci, Madame Pratt. Vous nous entendez toujours? Est-ce qu'il y a une question? Vous êtes toujours là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Madame Pratt? Il y a d'autres commentaires à ajouter? Bon, je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Ça a été très clair. Merci beaucoup, Madame Pratt, pour votre intervention et j'espère qu'on aura d'autres collaborations futures.